vraiment des médias qui sont très bien. Committed est génial, il y a Pink News, il y a Brut, et il y en a vraiment plein qui sont ou pas, enfin pour le coup Brut n'est pas un média LGBTQ+, mais Pink News et Committed le sont, et ils font un travail qui sont génial. Je repartage régulièrement leurs articles, leurs publications, parce qu'effectivement ils ont des équipes qui font un travail de déconstruction qui est très très fin, qui est en même temps souvent très, 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 enfin, très facile d'accès et très bienveillant. Donc c'est vraiment des... Enfin, chapeau, moi vraiment j'aime bien ce qu'ils font. Ok. Ah, il y en a plein, il y a toutes les femmes qui ont fait partie de l'équipe du Stonewalling, qui ont vraiment été des pionnières pour le coup, parce que même dans la façon dont elles se décrivaient, elles n'utilisaient pas forcément le mot trans. Certaines se définissaient comme des drag queens, mais qui étaient tout le temps des drag queens. Donc c'est vraiment elles qui ont même permis la mise en place des termes qu'on utilise de façon automatique aujourd'hui. Mais il y a aussi des personnes beaucoup plus... donc on est dans les années 60 à cette époque, 68, 69, le Stonewalling. Mais il y a aussi des personnes qui aujourd'hui agissent encore. Des personnes qui nous donnent de la visibilité. La plus connue, je pense que pour le coup, c'est... super, j'oublie son nom à ce moment-là. Laverne Cox. Oui. Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est la femme, en tout cas l'une des peut-être 3-4 femmes trans les plus visibles. Et elle nous donne une visibilité qui est toujours hyper heureuse, hyper joyeuse. Elle est flamboyante, elle chante, elle danse. Donc ça fait partie de ces personnes que j'aime bien vraiment, parce que c'est une très belle image de notre communauté qu'elle donne. Et même si c'est pas quelqu'un qui parle tout le temps et qui fait de son identité son action, parce qu'elle parle de plein d'autres choses, elle parle du fait d'être une femme noire, elle parle de féminisme, et ben mine de rien, elle montre aussi qu'on peut être une activiste trans sans être on peut être une femme trans activiste sans être forcément une activiste pour la transidentité. Et ça, je pense que c'est bien aussi de normaliser peut-être, je sais pas si c'est un terme que j'aime beaucoup, mais en tout cas de ne plus en faire un sujet en fait, que ce soit simplement... Ouais, il faut que ce soit un sujet, mais peut-être pas tout le temps. Alors des événements qui m'inspirent, il y en a plein, tous les jours. Mais c'est triste en fait, parce que c'est pas ça qui vraiment m'a fait parler en fait. C'est plutôt les choses tristes qui m'ont poussé à parler. De ton quotidien. Et puis même de l'actualité autour des personnes trans en général. Moi, le truc qui me révolte et qui à chaque fois me donne envie de pleurer, c'est les questions de législation et de transition. Et l'un des trucs qui m'a fait vraiment bondir et qui m'a donné envie de parler, c'est le fait d'apprendre que, encore l'année dernière, quand on était trans en France, si on voulait pouvoir changer son état civil, il fallait être stérilisé de force. Et c'est quelque chose qui existe encore dans plein de pays d'Europe, en Suisse, en Ukraine. C'est quelque chose qui est en train de changer en Europe. Je pense que je ferai passer une loi qui oblige en tout cas qui encourage à parler de transidentité dans les écoles, dans les facs aussi, dans les entreprises, parce que c'est en train de se mettre en place. D'ailleurs, ça fait un peu polémique. Il y a des députés ou des élus qui disent qu'on force les jeunes à remettre en question leur genre. Je pense que ça serait ça. Alors, il y aurait plein de choses à faire, il y a tellement de choses à faire. Pour faciliter, peut-être aussi que je passerai une loi qui permet de plus facilement transitionner, ou en tout cas de moins créer de délai. Parce que par exemple, quand on veut se faire opérer pour une vaginoplastie, il faut attendre le temps que le traitement hormonal soit stable, ça c'est normal. Mais pour avoir une prise en charge des mutuelles, les mutuelles et les assurances ont d'elles-mêmes décidé de mettre 1 an de plus d'attente après ce délai de stabilité des hormones. On ne sait pas pourquoi. Elles expliquent que c'est un délai de rétractation. Si jamais la personne n'a plus envie. Oui, alors que bon. Et c'est toujours la remise en question de. C'est ça. On sous-entend tout le temps qu'on n'est pas sûr. Que c'est de passage, c'est une phase, etc.
Donc peut-être que je ferai en sorte que on soit plus compris et qu'on ait une base plus solide et plus bienveillante et encadrante pour nos transitions parce que c'est nécessaire. Ou alors vraiment quelque chose pour la visibilité parce que je pense que c'est l'un des plus gros soucis, c'est que on vit dans une société qui ne nous connaît pas, qui ne nous écoute pas et du coup qui nous impose la vision qu'elle a de nous. Et ça crée des situations qui ne sont pas jamais bonnes. Et puis si je ne me trompe pas, on n'a pas encore vu encore en France de personnes trans à l'Assemblée nationale. Non. Ou alors de personnes, on va dire, out. Peut-être qu'il y en a en fait, mais Peut-être qui ne qu'il y en a. sont pas out. Peut-être qu'il y en a, mais effectivement, un élu ouvertement trans en France, à ma connaissance, il n'y en a pas. Peut-être dans les maires, mais je ne suis pas, pour le coup, j'en ai pas entendu parler. De toute façon, c'est quelque chose qui commence seulement à émerger. Je sais qu'aux États-Unis, maintenant, il y a des sénateurs, mais c'est des sénateurs et des sénatrices, mais c'est tout récent, ça date vraiment des dernières élections. En Allemagne, l'année dernière, en fin d'année dernière, je crois que c'était dans le courant décembre, il y a une élue trans du parti écologiste qui a fait son coming out. J'en connais pas beaucoup d'autres. Je crois qu'il y en a en Grande-Bretagne, en Espagne, je crois qu'il y en a eu, mais plus maintenant. La politique, c'est censé être nous. C'est vraiment être notre représentation. Et finalement, c'est que des gens qui sont tous cisgenres. S'ils peuvent être un peu âgés, c'est mieux. Si c'est des hommes, c'est à peu près ce qu'il faut. S'ils sont blancs, bon, bah, c'est l'idéal. Enfin, ça n'a rien de vrai. Je pense que justement, c'est de recevoir des messages de jeunes personnes trans qui n'ont pas fait leur coming out, qui ont peur de le faire, qui l'ont fait qu'auprès de leurs amis, enfin, en tout cas qui sont encore dans une période où ils ne peuvent pas être qui ils sont eux-mêmes ouvertement. Je pense que ce dont je suis le plus fier, c'est de recevoir des messages de ces personnes-là qui me disent merci. Parce que j'aurais adoré en fait, j'aurais adoré avoir une personne comme moi, c'est hyper égocentrique, je me rends compte de le dire comme ça, mais il y a encore 3 ans, j'étais déjà pas sur Instagram et en plus, du coup, je connaissais pas d'autres personnes trans qui parlaient et j'aurais adoré, j'en aurais vraiment eu besoin. Du coup, le fait de pouvoir être cette personne pour d'autres, j'en suis très très fier. Je lisais l'autre jour un article qui disait que Instagram c'était un réseau de connes. Alors j'étais en colère. Et ben peut-être qu'on est connes, mais en tout cas on est des connes qui sont positives entre nous, qui sommes heureuses de créer un contenu et qui vraiment arrivons à créer quelque chose de positif et de fraternel et une vraie sororité. Donc moi ça me plaît vraiment. Et même si on est connes, et ben je suis contente de l'être dans ce cas-là.